Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lonapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde du reggae. Je reçois Kateb, chanteur, auteur, compositeur ayant successivement été choriste pour Kerry James, Orelsan, chef de chœur pour la chorale We Are One, leader du groupe Rastamito et présente aujourd'hui son projet solo. Il nous parle de la communauté reggae dancehall, de l'importance de la cohérence d'un projet et du partage. Je vous laisse découvrir Kateb. Pour elle, j'ouvre mon cœur. Elle a tout ce dont je rêve, man, c'est simple, c'est mon âme sœur. Salut Kateb. Salut Dorian. Tu es auteur, compositeur, interprète, tu évolues dans le monde du reggae, dancehall, soul music. Tu as eu plein d'expériences différentes. On s'est connus avec ton premier groupe, un de tes premiers groupes, Rastamito. Donc, tu as eu de l'expérience en groupe, tu as eu de l'expérience en tant que choriste également. À mon souvenir, avec Orelsan, Yannick Noah, entre autres. Entre autres, tout à fait. Il y en a eu plein. Tu as travaillé en chorale gospel, dans mon souvenir également. Et aujourd'hui, en solo, avec un album qui s'appelle Step Into My World, qui est sorti l'année dernière. Aujourd'hui, tu te focalises que sur ta carrière solo, ou tu as aussi d'autres activités musicales à côté? Aujourd'hui, je me focalise surtout sur ma carrière solo. Je pense que très peu d'artistes pourraient te répondre qui sont vraiment axés que sur une seule chose. Mais l'autre chose qui me tient pas mal à cœur, c'est aussi de jouer avec Laura Rose. Voilà, donc c'est un autre format, c'est plutôt guitare-voix et c'est différent et ça me fait du bien aussi, notamment pour chanter en harmonie. Tu avais parlé du gospel, les chorales, le fait que j'étais choriste, voilà, ça me parle pas mal. Mais là, c'est en priorité, effectivement, Kateb and the Skunk Unit Band. C'est le truc officiel, machin. Voilà, ma musique avec mon backing band pour jouer sur scène. C'était le plan à la base. Après, le Covid-19 a fait qu'on doit se réadapter, se recalibrer, mais c'est ça. C'est la carrière solo avec l'album qui est sorti fin septembre, Step Into My World 2019. Et en quoi ça a été important pour toi d'avoir diversifié tes pratiques comme ça, d'avoir eu la pratique en groupe tout seul, en chorale? Qu'est-ce que ça t'a apporté toi, en tant qu'artiste? Je le savais pas à l'époque, je savais pas à quel point ça allait être si important, et c'était pas tellement un choix, mais ça m'a apporté. Alors, pour commencer dans l'ordre, je dirais que le gospel m'a apporté toutes les bases qu'un chanteur de black music doit avoir. Voilà. Point. Pas épilogué. Le chant en groupe avec les musiciens, c'est de ça que tu parlais aussi, comme différents types d'expériences. Ouais. Avec les musiciens, ça m'a apporté le fait d'arranger ensemble, le côté arrangement, le côté esprit de groupe et difficulté aussi de gestion d'un groupe, de savoir bien s'écouter tant dans la direction artistique que de ce qui est purement un son, voilà, pour l'arrangement. Et par rapport au gospel, même si j'ai dit une phrase voilà, assez simple et assez large, il y a quand même le côté chant en harmonie, qui est un truc indissociable du reggae et de la soul. Un truc qui est aussi devenu naturellement une marque de fabrique dans ma musique. Je pense qu'il faudrait vraiment bien chercher pour avoir des chansons de moi où il n'y a pas une tierce, quoi, où il n'y a pas d'armo. Je ne sais même pas s'il y en a. Pour moi, c'est vital. Un peu comme dans la vie, je fais tout de suite un gros parallèle, mais voilà, tu peux rien faire tout seul. Tu peux rien. Ce sera toujours meilleur si tu échanges ta voix avec celle de quelqu'un d'autre, sens propre, sens figuré. Donc tu évolues dans la black music, dans le reggae, dans le dancehall. Je voudrais parler de cette communauté, puisque ici on reçoit des artistes musique, on en a reçu plusieurs, mais pas dans cette esthétique-là. Quel rapport tu entretiens avec les autres artistes de cette communauté? Parce que on peut avoir plusieurs visions, plusieurs regards sur cette communauté qui est à la fois hyper open et à la fois il y a un côté aussi hyper communautaire ou sectaire même, dirais-je. C'est ça, quand tu as dit le mot communauté et j'ai deviné où tu allais en venir, je me suis dit oui. Le problème d'une communauté, c'est aussi la force d'une communauté. Donc alors là, on peut partir très loin dans la réflexion. Moi, je dirais simplement que par rapport au reggae,
j'ai eu la chance de le découvrir par le live, comme on disait tout à l'heure, avec les musiciens, avec du coup la débrouillardise et des petits festoches ou des petites mairies, donc un truc vachement humain. Donc moi, j'ai appris le reggae comme quelque chose d'humain, et donc ce qui devrait être à la base, je pense, et bon, dans plein de musique aussi normalement, mais le reggae a cette force quand même de se soucier de l'autre. D'essayer de faire bouger les choses quand oppression il y a, tu vois, d'essayer de faire réfléchir les gens pour les ouvrir à la bonne solution, pour être heureux, pour arrêter de se faire marcher dessus et compagnie. Donc tout ça, c'est mon entrée dans le reggae. Effectivement, en avançant, en grandissant, parce que comme tu le sais, Rastamito, mon premier groupe qui a tourné, quand j'avais 16-17 ans, ça a démarré à ce moment-là, 17 ans. Ça a duré, mais voilà, cette période-là, bon, tu commences à te rendre compte des inégalités, mais bon, quand tu avances et que tu passes les 23, 22, 23, 24, là, tu les as bien compris, les inégalités, quoi. Donc du coup, tu te rends compte aussi que dans le monde de l'entreprise, bon, le reggae, c'est une entreprise aussi. Tu dois faire des dates, tu dois jouer, tu dois payer les gens. Tu te rends compte que ça échappe pas à la règle, quoi. On est dans un monde de requins, et peu importe la casquette que t'as des requins aussi dans le reggae. T'as parlé de soul et de reggae, je vais tout de suite rétablir un truc. C'est juste que moi, le milieu soul, je suis plus trop dedans, et je peux plus trop dire que je le connais. Et quand j'étais jeune, que j'ai démarré, que j'étais tout jeune, parce que bon, il y en a qui vont se dire ah, t'es encore jeune. Quand j'étais tout jeune, à cette période-là, de 17, 18, 19, là où je faisais vraiment, où j'ai appris des tonnes de choses, donc j'étais beaucoup dans la soul aussi. J'avais vraiment un pied soul, un pied reggae, et à fond. Et moi j'ai vu que les bons côtés en fait. Je me suis rendu compte vers la fin, entre guillemets, quand j'ai commencé à me tourner vraiment plus vers le reggae, commençais à avoir 2-3 trucs, c'était un peu toujours les mêmes têtes, toujours dans les mêmes lieux, et que finalement, pourquoi lui il jouait tout le temps, c'est peut-être parce qu'il connaît truc, c'est le pote de machin, mais lui il est pas payé, mais en fait c'est vrai, tiens, moi j'ai pas été payé dessus. Oh, tu vois, 2-3 petits trucs comme ça où tu te dis ah ouais merde. Donc en fait, quoi qu'il arrive, l'être humain ne déroge pas à la règle, il a des petits problèmes pour être sympa avec l'autre dès qu'il y a de l'argent. Soul, reggae, hip-hop, rock, tout ce que tu veux, c'est partout pareil. Hein. Mais bon, j'ai tendance à croire que ce qu'on essaye de faire véhiculer par le reggae, c'est quand même quelque chose d'un peu plus humain. Voilà, je dirais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce qui est vrai, c'est que dans le reggae, j'ai le sentiment qu'il y a toujours eu cette espèce d'ambivalence entre le climat de défiance de la société, mais toujours sous couvert de good vibe, vraiment d'un truc, un bon feeling. Ouais. Contrairement à d'autres esthétiques où il y a vraiment, la colère, quoi. Ah oui. Oui, le punk a décidé de le montrer autrement. Et d'ailleurs, les punks et les reggaeman sont très très potes et très très liés. Je vais pas refaire l'histoire, on parlait de basse culture ensemble tout à l'heure, en off. Le ska des anglais, c'est exactement ça. Donc bon, bref. Oui, dans le reggae, on essaye toujours a priori d'allier les deux. C'est pour ça en fait, je pense que cette musique me plaît autant. Parce que moi, je peux pas rester insensible à l'injustice. Et en même temps, j'ai naturellement besoin de positiver et de garder le sourire. Je sais même pas faire autrement. C'est pour ça que parfois j'ai vraiment beaucoup de mal avec les musiques trop dark. Et on parlait de la communauté reggae, des artistes. Aujourd'hui, est-ce que tu collabores encore avec des artistes reggae ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est bienveillant ? Ouais, grave, que je collabore encore. Et pour rebondir à ce que tu disais avant, ça ne change pas. On est adulte, tout le monde doit manger, c'est un business, donc ça se passe pas toujours pareil avec tous les artistes. Donc parfois j'ai eu des petites surprises sur des duos que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire, ou qui ont commencé à se faire puis finalement se sont arrêtés. Je suis pas du genre à être rancunier. J'essaie surtout d'avancer et de pas me compliquer la vie sur les trucs qui peuvent, trucs qui t'empoisonnent un peu la tête et le cœur. Mais du coup,
il y a quand même des choses qui font grave plaisir, des combinaisons qui font grave plaisir, des échanges. Là, je pense sur ma mixtape que j'ai sortie 2 ans avant l'album, donc Mixtape Forward. Dessus, j'ai fait appel à Janta, que j'aime beaucoup, un super chanteur qui vient de l'Est de la France, et Strika, on en parlait tout à l'heure, qui est une figure du mouvement reggae francophone et antillais. Et c'est dingue en fait, ce mec-là, en fait c'est hallucinant de voir à quel point le mec est indispensable à l'histoire de notre musique et à la fois complètement humain, simple, ouvert. Il y a eu une facilité à... Ah, c'est incroyable. Ah ouais, exactement, complètement, c'était accessible. C'était royal, ouais. Et ça me fait penser du coup aussi à Jimmy Sissoko à l'époque avec Rastamito, où c'est vrai que j'ai eu ressenti cette même vibe extrêmement positive et hyper arrangeante. Moi, c'est comme ça que je vois l'échange avec un autre artiste, avec les autres artistes, et j'espère en faire beaucoup d'autres dans le futur, parce que là, sur l'album Step Into My World, qui est sorti fin septembre 2019, on a décidé de faire un truc clair, très cohérent, et pour que les gens me connaissent, voilà, pour que les gens se disent lui, sa musique, c'est ça. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de featuring sur cet album-là. Aujourd'hui, tu es signé en label ou... Ouais, j'ai un label, ouais. Justement, grâce à eux, le label Fight Club Music, c'est grâce à eux que l'album est enfin sorti. Parce que l'album, j'y travaille depuis longtemps et surtout, sa finalisation a été mise en pause pendant longtemps. Voilà, donc ça me permet de redire merci encore une fois aux gens qui ont participé sur Ulule, donc le crowdfunding, financement participatif. Merci beaucoup à tous. Voilà, Road Factory aussi, l'équipe, tu connais. Parce que, ouais, la première étape, c'est ça. Mais ce que je te disais tout à l'heure, si t'as pas les gens, t'es rien. Donc, j'ai eu les gens, merci. Ensuite, il y a eu un mince, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, il manque ci, il manque ça. Et il y a eu le label, voilà, qui est composé de Ben, du Kalaloo Sound System, qui est manager depuis des années aussi pour d'autres artistes. Dan, qui sort d'une grande école sur le business musical en Écosse. Et puis l'homme de l'ombre, je ne le citerai pas, si je peux le citer, c'est bon, Dodo, qui chapeaute tout ça, et heureusement qu'il est là. L'ancien bassiste de Rastamito, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Voilà, donc ces 3 personnes forment le label Fight Club Music, et sans eux, l'album ne serait pas sorti. Je vais revenir un petit peu après sur ton expérience du crowdfunding. Je voudrais revenir sur la communauté reggae, mais cette fois le public. Quel rapport t'entretiens avec le public pour toi? Est-ce que c'est un public fidèle? Est-ce que c'est toujours les mêmes têtes? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé entre le moment où tu as commencé et les années 2020 maintenant? Le rapport que j'ai avec mon public, peu importe le style que j'ai fait, pour moi, c'est comme s'il faisait partie directement de ma musique, quoi. J'écris jamais en me disant je m'en fous de ce que les gens vont penser. J'écris toujours en me disant faut que j'aime, et ah ouais, ça va plaire, ça les gens ils vont apprécier, ça ceux qui me suivent ils vont kiffer. Je peux pas imaginer alors c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. On a fait des dates où c'est exactement ça, mais chaque fois que je suis sur scène, je suis comme un dingue avec les réactions des gens, en fait. Les réactions des gens, c'est pour ça que je fais ça, en fait. Et je suis vraiment, même si j'adore le studio, parce que je suis un grand travailleur et que j'aime la précision, je fais de la musique pour l'échanger en direct. Et j'aime trop ça. C'est pour ça que c'est un peu dur là d'imaginer la suite sans concert avec plein de gens. On travaille sur des trucs, sur des différentes alternatives pour s'en sortir, pour échanger toujours. Mais voilà. Donc moi, les gens en face, pour moi, c'est indispensable. Dans le reggae, pour moi, encore une fois, ça change rien. Enfin, il y a un truc plus cool avec le reggae toujours. Voilà, les gens sont tellement dans la volonté du partage, et ils savent que s'ils vont voir un concert reggae, ils seront bien accueillis, et que le sourire, la bonne vibe, ce sera quand même le concept, quoi. Voilà, mais donc, déjà, c'est un public qui se déplace quand même. C'est un public qui se déplace. C'est une très bonne remarque. Le reggae a beau ne pas être sur les grandes radios, il déplace des tonnes et des tonnes de gens partout.
partout. En France, beaucoup. En Europe, de dingue. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me sens si bien dans ce style-là. Et tu avais posé une autre question par rapport à ça. Oui, le changement du public. C'est pour ça que je souriais, parce que j'allais parler du Clash. La Reggae Champions League, voilà, c'est une compétition, un battle où tu envoies des saloperies sur l'autre et l'autre doit répondre. C'est les Rap Contenders version reggae. Auquel tu as participé en 2014, c'est ça? Ouais, 2013 et 2014. Ouais. 2013, je l'ai remporté, 2014, 3e place. Évidemment, c'est pas exactement le même public que ceux qui ont suivi Rastamito depuis le départ. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé qui m'ont dit que c'était catastrophique ce que je faisais maintenant. Alors, j'ai tant bien que mal dû expliquer que c'était une compétition, que c'était pas ma musique, que c'était un rôle, etc. Moi de base j'aime bien, moi je me justifie assez souvent parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas l'injustice et j'aime pas qu'on me comprenne mal. Voilà. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui me disent arrête de justifier, t'as pas besoin de te justifier. Bon. J'aime qu'on me comprenne, donc, et je peux comprendre que la Reggae Champions League a pu choquer certaines personnes, voilà, même moi aujourd'hui, j'aurais écrit les choses un peu différemment. Bref, ça pour dire que c'est pas exactement le même public forcément, parce que j'ai ramené d'autres gens, je dirais un public beaucoup plus jeune, je pense, depuis qu'il y a eu la Reggae Champions League. Après, globalement, sur la musique que je faisais avant avec Rastamito et la musique que je fais moi aujourd'hui, mixtape comprise, c'est à peu près le même public. Hein. C'est à peu près le même public, je pense. Mais j'ai plus de monde maintenant. Je sais pas si c'est parce que je fais à moitié en anglais, à moitié en français, ou si c'est juste parce que on travaille mieux. Je sais pas, mais... Parce que c'est vrai que cette expérience de Clash, qui était quand même, comme tu l'as dit, à juste titre, assez éloignée de ton univers de départ, elle t'a quand même donné une certaine visibilité. Ça, c'est sûr. C'est indéniable. Donc, d'une certaine façon, tu le regrettes pas, je veux dire, non, quand même... je suis pas quelqu'un qui regrette en général ses choix, mais bon, si j'avais été déçu du rendu, j'ai eu des moments quand même où je me suis posé la question. Mais nous, on vise la transparence, hein, toi et moi. Tu sais que tu poses des questions claires, avec un vrai fond. Donc, je vais même te dire un truc. On a décidé dernièrement d'enlever de la chaîne YouTube les vidéos du Clash. Okay. C'était un débat qu'on avait depuis longtemps. Voilà. On ne savait pas trop. Et au final, voilà. Il y a toujours le truc officiel de la Reggae Champions League, mais c'est la Reggae Champions League, c'est une compétition. Voilà. Moi, ce que je représente aujourd'hui, c'est plus ça, donc je les enlève. Faut juste savoir où tu mets les pieds, comment tu veux te montrer aux gens, et si je veux pas avoir besoin de me justifier, j'ai qu'à montrer le vrai visage. Oui. Maintenant, si t'es aligné avec ça, si t'es tranquille avec ça, voilà. Vaut mieux que tu fasses ça. Ça me dérange pas que ce soit en ligne, mais je préfère que ce soit pas sur mon compte, genre tu veux écouter ma musique. Normalement, c'est pas ça, quoi. C'est marrant qu'on parle de ça parce que, comme tu l'as dit, c'est une pratique qui s'est inspirée du Clash, du rap et du hip-hop. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette espèce comment dire, ça paraissait complètement incompatible avec le monde du reggae. Mais bon, en tout cas, voilà, ça l'a fait. Et en tout cas, ça a plu parce qu'il y a quand même eu un paquet de vues sur ces clashs. Donc, c'est qu'il y avait quand même un public pour ça. Et aujourd'hui, étant donné que justement que c'est quand même un genre historique, le reggae du XXe siècle, quelle est ta vision sur le futur du reggae en France et à l'étranger? À ton avis, dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que ça va devenir? C'est une question très difficile, mais à la fois assez simple, parce que le reggae continuera d'exister tant qu'il y aura des inégalités, même si c'est triste. Ça va faire la 3e fois que je dis, on va peut-être croire que je suis négatif en ce moment, mais non, je suis juste très conscient. L'être humain continuera de se faire des crasses jusqu'à la fin de ses jours. Je pense que voilà, c'est comme ça. Il faut juste savoir de quel côté tu te ranges et faire le max pour que tout se passe bien. Et je pense que c'est le premier sens du reggae, dénoncer les inégalités et essayer de rendre la vraie identité aux gens, qui se laissent pas emporter par toute cette
tout cet esclavage moderne psychologique, et le fait de toujours devoir croire ce qu'on nous dit, et voilà, c'est pas vrai. Donc le reggae est là, et le reggae restera. Alors après, comment il évoluera ? Esthétiquement, est-ce que tu penses qu'il va... Parce que c'est quand même un style qui a toujours maintenu une esthétique assez voilà... Après, il y a eu des changements, il y a eu des courants. Voilà. Si tu prends... le courant qui m'a le plus inspiré dans le reggae et qui coïncide avec le début de carrière de Rastamito, c'est le New Roots. Bon, ça a démarré dans les années 90, fin 90, mais ça a explosé, à mon sens, dans les mi-2000. Et c'était en gros rejouer avec des vrais instruments, mais en gardant l'énergie du dancehall. Rejouer avec des vrais instruments, la vraie pensée positive, authentique du reggae qui est consciente, par opposition au dancehall qui est juste qui est la teuf, ou même parfois juste la folie, le décalage, le slackness, tu vois, le choquer les gens, tu vois, juste pour le plaisir de s'exprimer, tu vois. Donc, mais garder l'énergie qu'ils avaient, eux, les mecs du dancehall, comme ça, et pour le mélanger avec des vrais instruments, et bon, quand même péchu aussi. Donc le New Roots, en gros, déjà c'était un grand pas, je trouve. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est pas là depuis le 1er janvier 2020, les mecs ils mélangent pas mal avec les sonorités digitales en fait. Et je crois que ça va se tourner vers ça. Je pense à Proto J là en premier lieu. Même si t'as toujours les mecs comme t'as Chronix notamment qui n'oublie, qui fait partie de ces mecs qui n'oublient jamais d'où ils viennent, d'où ça vient. Et donc qui reste toujours très très musical, avec la sonorité très musicien, etc. Mais je pense quand même qu'on va aller de plus en plus sur du digital, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, quoi. Tu vois, tous les mecs du dub, par exemple, qui est une scène extraordinairement grande, que les gens voient pas forcément, c'est vraiment un truc de puriste et qui est très fort, très solide. Les deux qui se croisent là, tu vois, le reggae, dub, digital, à mon avis, ça peut prendre cette direction-là. Il va se passer quelque chose. Bah ouais, après, quand tu dois le jouer sur scène, tu fais un mélange, c'est ce qui se passe aussi en ce moment, de plus en plus de mélange entre les vrais instruments et puis tu joues sur un vrai instrument, mais tu sonnes digital. Tu vois, ça aussi c'est... Moi je trouve ça génial, hein. Mais du coup, je pense que voilà, là ce qui est en train de se mélanger là, ça va peut-être donner un joli petit gâteau dans les 10 ans qui arrivent. Oh yeah, sky is the number one. No need to mess around. We've any other song to smile. Je reviens sur donc ta première expérience d'album solo que tu as fait financer en crowdfunding. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience si c'était à le refaire, est-ce que tu le referais? Ah bah oui. Non mais le financement participatif, franchement c'est une force de dingue. Et sans les gens, on n'est rien. Et ça, c'est la preuve directe. Et l'autre preuve, c'est t'as pas forcément besoin des grands majors, de coller à leur case pour que les trucs arrivent, d'avoir des subventions en remplissant des papiers pour faire plaisir, encore une fois cocher des cases et tout. Non, là, la seule case que tu dois faire cocher, c'est vous vous souvenez, vous m'aviez vu en concert et je crois que vous aimiez bien. Est-ce que vous aimez vraiment ou j'arrête? En gros, c'est ça, tu vois. Et c'est les gens, donc c'est le réel. Si les gens ont apprécié, a priori, ils vont t'aider pour que tu puisses continuer à produire et qu'ils puissent continuer à apprécier. Et moi, c'est ça que j'aime, le partage, l'échange avec les gens. Franchement, c'est dingue. Après, on va pas se mentir, hein. Il y a une grande partie, c'est la famille et les proches. Sauf que ils sont pas proches pour rien non plus, tu vois. Si tu faisais de la merde, que tu disais n'importe quoi et que ta musique était pourrie, peut-être qu'ils te parleraient, qu'ils disaient tu sais, ou peut-être qu'ils feraient pas la pub, peut-être qu'ils partageraient pas. Et quand tu partages quand ta mère partage à ta tante, qui partage à ses collègues,
Bah, c'est comme ça que ça marche. Et c'est exactement comme ça qu'on a réussi à se faire connaître avec mon ancien groupe, Rastamito, et de faire des petites dates, tu vois, par-ci par-là, bouche à oreille. C'est vraiment la clé. C'est comme ça qu'a réussi Danakil, Dubbing. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont une place de dingue. Donc c'est un peu... Voilà, il faut jongler entre les deux. C'est peut-être un peu plus difficile. Mais si c'était à refaire, je le referais, le crowdfunding. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en effet, il y a parfois, quand on commence un projet comme ça artistique, on peut un peu se voiler la face parce que forcément, il y a des premiers partages qui sont assez rapides parce que la famille vient au concert, tes amis viennent au concert. Et en fait, ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que si ce que tu fais n'est pas bon, après un partage, il va pas être partagé. Les gens, ils vont pas venir au deuxième concert, ils vont pas venir au troisième concert. Et ça, parfois, c'est dur, hein, parce que du coup, on se rend pas compte, voilà, que quand même la vie des proches, la vie de la famille, etc., il est quand même important, même si tu crées pour toi, tu crées pour le partage, etc. Mais bon, voilà. Et le crowdfunding en est un bon exemple, parce que c'est vrai que tu l'as lancé, toi, après déjà plusieurs années de scène et d'existence. Donc les gens n'auraient pas forcément mis la main à la poche si t'avais pas apprécié ton travail depuis le début. Je voudrais parler du monde du sound system et du beatmaking aujourd'hui, puisque c'est un petit peu lié aussi. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe pour produire un album comme tu l'as fait? Est-ce que c'est toi qui vas chercher des instrus? Est-ce que c'est toi qui les composes? Est-ce que tu payes les beatmakers? Est-ce que il y a une répartition après sur les droits? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Ouais, pour Step Into My World, et c'est de là que vient le crowdfunding, on avait décidé, en plus de s'acheter du bon matériel pour pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions, de mettre aussi l'argent pour avoir de la grande qualité de composition. Voilà. Même si j'ai pas mal parlé de live, enregistrer un groupe et enregistrer son groupe, c'est assez différent. Et on voulait marquer justement la différence, pour le coup, c'est le même mot, avec Rastamito. Rastamito, on créait tout tous ensemble, donc forcément, on allait en studio, on faisait enregistrer le musicien. Là, on passait sur ma musique en solo. J'avais déjà sorti un petit EP fait rapidement avec les instrus qu'on m'avait proposés sur des projets divers. Bon, c'était bien tombé, hop, comme ça me faisait une première césure. Mais pour Step Into My World, il fallait quand même un truc, on voulait un bel album. Donc, on a effectivement payé des compositeurs. Bon, évidemment, pas n'importe qui, et pas non plus à un prix qui nous paraissait juste. Les mecs sont d'un talent monumental, donc c'est bien normal qu'ils soient bien payés pour ce qu'ils font. Je pense donc à Boston Beam, donc toujours une pensée pour Beam, Rest in Power, à TNT, donc Thomas Broussard et Thomas Join-Lambert. C'est surtout eux. Voilà. Alors c'est TNT, on a un Redeem, on Redeem, beat, instru. Vous choisissez le mot qui vous plaît. Et Boston Beam, on en a 3. Et après, il y a eu un truc très intéressant qui s'est fait au niveau de la jonction, c'est que Hugo, alias Rapasmito, qui était le manager à l'époque de Rastamito et qui était aussi au clavier, quand même a des bonnes notions, quoi. Donc le mec a réussi à composer des trucs très cool. Et on les a juste passés au filtre, juste entre guillemets, hein, parce que c'est un grand monsieur, Seb Melomood du Wise Studio. On lui a passé en gros nos maquettes et il nous en a fait une tuerie. Voilà. Il nous a upgradé la compo pour en faire un vrai redeem. Donc bien sûr, ces trois entités ont été payées pour leur travail, forcément. Donc sur cet album-là, c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc ça veut dire qu'à la base, on est allé chez eux, chez les compositeurs, on a écouté plein d'instrus. J'en ai embarqué quelques-unes. Et après, j'ai vraiment sélectionné ce que je préférais. Et puis après, c'était parti, quoi. Hein. Okay. Et aujourd'hui, les beatmakers, ils ont des droits SACEM ou alors vraiment tu les as achetés et donc ils t'appartiennent? Ça dépend des beats, ça dépend des redeems. Voilà. Ça dépend parce que c'est pas les mêmes personnes. C'est au cas par cas. Voilà, ouais, carrément. Donc, et puis dans le reggae, t'as quand même un truc particulier de
je t'ai pas fait une chanson. En gros, là, je saute sur la chanson française. Chanson française. Tu composes un truc, nana, paf, c'est la chanson de machin. Ça, c'est sa chanson. Jamais t'auras un mec qui va chanter sur les mêmes accords. Dans la chanson française, c'est pas possible, ça n'existe pas. Dans le reggae, ça fait partie de notre musique. De la culture. Voilà, c'est le rythme est bon. Eh ben allez, tu sors un one rythme, un CD avec 20, un CD, bon, putain, je suis vieux. Avec 20 artistes dessus, mais toujours la même instru. Toujours la même instru. Un peu du style qui sera le meilleur, quoi. Et ça rejoint l'histoire de la Jamaïque, de tous ces jeunes chanteurs, tous ces jeunes talents qui passaient dans des émissions de télécrochet pour savoir qui. Enfin, à l'époque, c'était pas la télé, mais qui allait être le meilleur, des contests sur le meilleur chanteur. C'est un peu ça, tu te mets au défi, quoi. Comme dans les sons de système, t'as vite fait parler de ton système, t'as pas encore posé une question dessus, mais j'anticipe un peu juste sur ça. C'est dans les sons de système, si t'as plusieurs chanteurs, bah, celui qui va chanter le mieux, qui va être, voilà. C'est un peu cette idée. Donc du coup, pour te parler très clairement, la chanson Jamais Terre, mon single, bah, par exemple, Daddy Mori a sorti une chanson sur la même instru, une instru de Boston Beam. Bah, moi, quand le truc est sorti, je me suis pas dit, oh, bah voilà ma chanson. Je me suis juste dit, bah, Boston Beam, c'est les meilleurs. Daddy Mori, c'est une foundation, c'est un monument. C'est normal qu'un monument pose avec d'autres monuments. Et on n'avait rien signé, justement, comme ça tu as les réponses claires, on n'avait rien signé de particulier sur l'exclusivité. C'est vrai que du coup, dans ton esthétique, il y a un rapport au droit qui est... Parce qu'en fait, tout ça, tout le monde le sait, mais ça n'a jamais été écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, ou alors ça doit être très rare, qu'il y a un artiste reggae qui attaque pour des questions de droit sur un instru. Et c'est bien que tu dises c'est très rare, ou on ne le sait pas, parce que l'Europe souffre souvent on va appeler ça, on va faire un petit tour de poésie, cette traversée de l'Atlantique. Parce que tu peux pas mettre les règles de la Jamaïque en France. Et là, je te parle de tout, de être rasta, de faire du reggae, de fumer de l'herbe, en gros tous les clichés sur la musique jamaïcaine. Il y a qu'à voir la façon dont on danse. Les gens là-bas, tu fais ça aujourd'hui dans une boîte ou dans un pub, je sais pas, en France. Les gens vont te regarder vraiment chelou. Il faut que tu sois dans la bonne communauté, comme on parlait tout à l'heure. Et là, tu comprends parce que c'est les bons codes, etc. Donc du coup, l'histoire des droits, c'est la même chose. En France, moi, je sais qu'on a eu des petites... ok, moi je pensais que... Ok, bah on s'est mal compris. Ok, ce rythme, il appartient à machin. Je savais pas que tu voulais l'exclusivité. Juste parce que... Voilà, il faut être transparent, il faut se le dire, parce que il y en a qui essayent de respecter la règle à fond, de la logique française, européenne, SACEM et compagnie, ce que je trouve excellent, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours, tu vois, un espèce de rééquilibrage à faire entre ce qu'on connaît de là-bas et ce qu'on vit en réel aujourd'hui, quoi. Donc voilà, pour les rythmes, c'est un peu ça. Il faut juste se parler, en fait, tu vois, c'est comme, pour moi, c'est la solution à plein de choses, hein. Le partage, l'échange, la sincérité et l'authenticité, là, c'est la même chose, hein. Si tu te dis, ah ouais, mais c'est bon, c'est un rythme, c'est du reggae, je chante dessus. Bah non, aucun respect. Tu sais très bien que si tu fais ça, tu respectes pas. Tu faut échanger et tu poses la question. Et voilà. On t'a parlé rapidement des réseaux sociaux tout à l'heure. Comment tu fais aujourd'hui pour donner de la visibilité à ton projet? Est-ce que tu t'en sers? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que ça te permet d'interagir avec ton public différemment, peut-être? C'est franchement un super outil. Moi, j'adore les réseaux sociaux. J'adore pouvoir échanger avec mon public en direct. Je te cache pas que avec le travail, c'est pas toujours simple. Déjà de mener les deux, mais ça, je pense qu'on en parle après. Je suis content que ça existe, les réseaux sociaux. Je m'en sers pas mal et je suis très content d'avoir un label derrière moi aussi qui m'aide à ne pas m'éparpiller, parce que j'aime beaucoup de choses et j'aime beaucoup partager dans la vie normale. Donc c'est bien si je parle pas trop à mon public de ce que j'aime moi dans ma vie perso, parce que bon, mon public il a besoin de ce que je fais en musique, tu vois. Donc je suis pas un influenceur, je veux pas montrer comment je mets mon maquillage.
J'en mets pas, attention, c'était une blague. Donc, non, voilà, je fais pas des ateliers sur comment couper la barbe et tout. Hein, voilà, non. Mais par contre, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire entrer l'auditeur, le soutien, le supporter, appelle-le comme tu veux, dans la réalité de ton monde. Et la période qu'on vient de vivre, là, le confinement, c'était juste le meilleur exemple et le meilleur moment pour te rendre compte d'à quel point c'est vital. On n'avait pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de travailler dans mon travail alimentaire, entre guillemets, zut, j'avais le droit que de faire de la musique et de le partager. Moi, j'étais comme un fou, j'ai pu faire des tonnes de trucs, dont des concerts live tous les vendredis d'1 heure avec Laura Rose, diffusés sur YouTube, Insta, Facebook. Et les gens commentent, les gens donnent leurs avis. Après, le lendemain, t'as tout regardé, tu leur réponds. Enfin, c'est un délire. Le truc, ils voyageaient au Canada, en Écosse, en Australie, dans toute la France. Des potes que j'ai pas eu depuis je sais pas combien de temps. Je sais que toi, tu suivais aussi. Enfin, c'est un truc de ouf. Pour ça, les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Alors voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir donner plus aux gens. Mais voilà, il faut aussi donner de la qualité aux gens. Je peux pas juste faire « Putain, j'ai envie de chanter ce matin en me brossant les dents et… Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant ?» Donc voilà, il faut savoir jauger aussi. Ce que j'aimerais, c'est simplement les protéger. Mais c'est pas grâce à mon SMIC que je vais pouvoir les aider. Les limites, je les fais sauter, peu importe le prix à payer. Tu viens de l'évoquer aujourd'hui. Donc tu bosses, t'as un job à côté de ta vie d'artiste. Comment tu fais, comment tu gères entre guillemets l'équilibre entre ta vie d'artiste et ta vie pro, enfin pro. Bah ouais, non mais alors là, de toute façon tu mets les pieds dedans à fond. Hein. La vie pro, la vie d'artiste, laquelle est pro, laquelle ne l'est pas, les deux le sont. Hein. Voilà. Les deux c'est du pro, tu le sais, tu connais. Comment, on va dire, bon moi je dis alimentaire quand je parle de mon autre taf. Mais évidemment que si c'était juste alimentaire, je serais pas aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Tu vois, il faut que tu trouves le taf qui te permet d'aller bien. Tu vois, que quand tu y vas, si tu commences à avoir la boule au ventre, ça sert à rien, quoi. Et je l'ai vécu. J'ai fait 2-3 tafs en CDI, du moins assez différents. J'ai fait aussi des missions intérim de sauvage, de soldats la nuit, des chantiers, en intérim. Enfin, là aujourd'hui j'ai un truc qui me plaît, qui fonctionne et je le cache pas, je travaille à Decathlon. Vous avez tous eu le jingle à un moment où je l'ai dit, je vais pas vous le faire en live, mais voilà. C'est quand même une boîte assez connue pour son dynamisme. Moi, tous les jours, je suis heureux parce que je sais que je viens aider des gens qui ont besoin d'être aidés. C'est quand tu entres dans un magasin de sport, tu as envie de savoir ce qui est le mieux pour toi. Pourquoi ? Pour ton bien-être. Et moi, mon but, c'est de trouver ça à la personne. Autrement dit, quand la personne arrive, elle sait pas trop, mais elle a besoin d'un truc. Et quand elle repart, elle est contente. Elle a ce truc qui va lui permettre de se sentir mieux. Comment je pourrais ne pas me sentir bien ? Voilà. Après, je serais pas sportif et je serais pas fan de sport. Ce serait peut-être compliqué. Mais bon, je fais du sport depuis que je suis tout petit. Donc voilà, moi je trouve mon équilibre comme ça et j'ai la chance d'avoir été, je fais partie des gens qui avaient le choix à l'époque de pouvoir être en 25 heures. Voilà, aujourd'hui ça marche plus pareil, j'ai eu de la chance, avant que la porte se ferme je suis passé. Donc moi je suis en 25 heures au travail, alimentaire, mais pas que, vous avez suivi ma discussion, enfin pas la discussion pardon. Donc du coup 25 heures, après il me reste quand même un peu de temps quoi, tu vois. Même si j'étais en 35 heures, je pourrais peut-être me démerder, mais bon, c'est déjà un peu plus dur. C'est plus dur. Ouais. Donc, mais t'as trouvé ton équilibre comme ça, quoi. Ouais. Je te cache pas que c'est pas facile. Hein. Faut gérer. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir le label Fight Club Music qui est là derrière toi, qui t'aide, avec qui Ben, te soutient, avec Dan et Dodo, qui te. Voilà. Sinon c'est très, c'est très compliqué. Ouais. Pour revenir sur ta vie d'artiste, est-ce que tu pourrais nous partager ta pire et ta meilleure expérience en tant qu'artiste ? C'était soi-disant le premier concert de Rastamito à Lille, ville étudiante, ça bouge grave et tout machin. On devait jouer à un endroit qui s'appelle le Select. Donc déjà de base tu te dis wow, petit club et tout à Lille machin. Donc c'était pas à Lille, hein, c'était la toute proche banlieue, peut-être que leur code postal c'était encore Lille, mais quand on arrivait on a bien compris qu'on était loin du centre vivant.
On est passé 2 fois avant de se dire c'est vraiment là. On n'a vu aucune affiche. Le Select, il n'avait rien de Select. C'était presque l'inverse, quoi. Ils auraient pu s'appeler le vas-y, on s'en fout. Ou le. Non, c'était vraiment un tout petit bar qui était en train de mourir, hein, je pense, le bar. Nous, on arrive avec clavier, batterie, tout le truc de Rastamito, donc le live, les musiciens, machin, bam, la sono, quoi. Bah déjà, Tantre, c'est vraiment tout de suite le bar. T'as 3-4 habitués de plus de 60 piges déjà ronds. Enfin, le boss pas du tout aimable, qui nous regarde à peine, qui nous dit là-bas. Et donc on va là-bas. Et t'avais une espèce de salle qui aurait pu faire concert, une espèce de... En gros, on va dire, d'arrière-salle abandonnée avec des sièges tout poussiéreux et une enceinte qui fonctionne. Toujours de la poussière encore, hein, plus tu te balades. On a sorti un caron et une guitare acoustique et on a joué pour le frère, la sœur et le beau-frère, un truc comme ça. Quelque chose comme ça du batteur et il n'y avait personne d'autre, quoi. Et heureusement qu'on avait Rapace Mito qui portait bien son nom, qui s'est battu pour qu'on puisse boire quelque chose. Une catastrophe. On est rentré direct après. On voulait plus entendre parler de... Mais c'est tout ça, tout le monde a des expériences comme ça. Après, c'est horrible sur le coup, c'est toujours un petit peu marrant à raconter. Bah ouais, tu vois, j'ai le sourire. Et d'ailleurs, je pensais au truc positif de tout ça, c'est que malgré ça, on a passé une bonne soirée parce que on en a rigolé, parce qu'on était entre nous, parce qu'on a quand même fait de la musique et parce que les gens qui étaient venus, bah, ils ont quand même eu de la musique et ils ont vécu le truc avec nous. Et ta meilleure expérience alors ? C'est quand j'ai eu l'honneur de diriger la chorale We Are One, qui est une chorale où j'étais choriste, pour laquelle j'étais choriste, et à la base dont j'étais fan quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'avais genre une quinzaine d'années, dès que je voyais un mec qui chantait trop bien, mon frère me disait mais il est dans We Are One, Et un jour j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai fait l'audition et j'étais un simple choriste. Après, avec tout ce que j'ai appris au conservatoire, puis après en musicologie, au conservatoire à Orsay, en jazz et tout, histoire de la musique machin afro-américaine. J'ai appris énormément de choses sur les harmonies et je suis devenu arrangeur de chœur complètement, donc chef de chœur même. Donc j'ai dirigé des petites chorales et tout par-ci par-là. J'ai commencé à faire des trucs assez cool avec des chorales, notamment avec Youssoupha. Et puis au début j'étais juste choriste pour Kerry James. Juste dans la chorale We Are One, parce que We Are One a travaillé avec Kerry James. Et le chef de chœur de We Are One, un jour, il m'a appelé, il m'a dit moi je ne peux pas venir faire cette date, mais c'est une date qui me tient à cœur et je te fais confiance pour diriger, je te donne mon bébé, quoi. Moi j'étais... Rien que d'en parler, tu vois, encore, parce que c'est une responsabilité monumentale. Vous êtes combien dans un chœur comme ça ? Pour les plus grosses dates, je pense qu'on était 47, 50 quoi, ouais, 50. Cette date-là, on devait être une trentaine, je pense. Et j'ai eu le privilège de diriger cette chorale. Donc le contexte, c'est ouverture des Jeux de la francophonie. Donc c'est comme les Jeux Olympiques, mais avec les pays francophones, à Nice. Sur la grande place de Nice, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Donc la grande place, donc une scène énorme, ça passe en direct sur TV5 Monde. Il y a quoi ? Il y a Grand Corps Malade, il y a Magic System, il y a Patricia Cass, il y a florilège d'artistes immenses et les chefs d'État de peut-être 57 pays, un truc comme ça. Dont à l'époque François Hollande, c'était d'ailleurs Yamina Benguigui qui avait fait appel à Kerry James. Il faut que tu viennes chanter cette chanson. Donc la chanson, c'est Banlieusard. Et donc, des chefs d'État de tous les pays. Et donc, t'es là, toi, et tu dois diriger 25 personnes sur la chanson de Kerry James, Banlieusard, qui est une chanson qui m'a fait pleurer les 5 premières fois que je l'ai écoutée. Avec une chanson fabuleuse d'authenticité et de véracité. Bref, à ce moment-là, tu dois retransmettre l'émotion de cette chanson, diriger, faire aucune erreur, en direct, machin, devant tous ces gens-là. Et puis au final, ça se passe excellemment bien, avec les félicitations du chef de chœur, Obam, j'ai même pas dit son nom, Obam Zoé Obianga, grand maître, grand Manitou. Ça se passe tellement bien qu'en fait on finit à la mairie de Nice, sur le balcon, feu d'artifice juste devant nous, et à chanter a cappella le refrain de Banlieusard devant le président de la République. Enfin voilà, un truc de dingue. Mais je dirais même plus, le truc le plus ouf, c'est que le maire de la ville, je ne citerai pas son nom, est parti en sachant qu'on allait venir. Donc j'ai envie de dire, la soirée était parfaite. Voilà.
C'était le même que maintenant? Oui. Enfin, je crois. C'est moi, la politique. Pour terminer, je vais te demander 3 choses. Est-ce que tu aurais un conseil à partager à un artiste qui se lancerait dans ton domaine, quoi? C'est un conseil que je pourrais donner pour plein de choses, mais si à chaque fois tu te poses la question, est-ce que tu es en accord avec toi-même, dans la décision que tu viens de prendre, si à chaque fois tu te poses cette question dans chaque pas de ta carrière dans le reggae, ça peut éviter pas mal de désillusions et ça peut te donner beaucoup de force et de légitimité. Parce que si tu es toi-même, ça m'étonnerait que dans ce style-là, on t'en tienne rigueur. Est-ce que tu aurais un ouvrage à partager? Et alors, un ouvrage, ça peut être un film, un livre, un disque éventuellement. Un truc qui va bien me ressembler et à la fois qui peut parler à beaucoup de gens. C'est pas très surprenant parce qu'il a eu énormément de bonnes critiques. Il a été traduit dans des tonnes et des tonnes de langues. Et je pense que c'est le bon chemin à suivre. Je parlais d'authenticité tout à l'heure et tout. Et de poésie, je vais rajouter. C'est donc Petit Pays de Gaël Faye. Donc Gaël Faye, qui certes écrit des livres, mais que moi j'ai connu à l'époque de son groupe de rap, Milk, Coffee and Sugar. Je savais que tu connaissais. Et donc Gaël Faye, qui est aussi un très bon artiste en tant que tel, en tant qu'artiste solo, mais Milk, Coffee and Sugar, Gaël Faye, en tant que chanteur, rappeur, écrivain, appelez-le comme vous voulez, slammer, peu importe. Il manie les mots avec une telle précision, une telle poésie, une telle profondeur. Vous pouvez l'écouter même. Il l'a fait en version CD, tu vois, où il le parle. Petit Pays, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et en plus, ça traite d'un sujet ô combien épineux. Costaud. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation à partager ou un proverbe? C'est drôle, je peux citer qui a dit cette phrase en premier, mais je sais pas trop si ça sert à quelque chose. Mais en anglais, je trouve qu'elle sonne mieux, mais je peux la traduire. The more we share, the more we have. Plus on partage, plus on possède. Donc c'est le mec qui jouait Spock qui l'a dit dans Star Trek. J'ai oublié son nom, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Autre référence du reggae. Star Trek, bang bang. Non mais voilà, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand je disais est-ce que je vais dire qui est le mec qui l'a dit, qui est le mec qui a écrit cette phrase. Ça se trouve, c'est pas lui qui l'a dit en premier, mais bon, c'est toujours son nom qui est sorti derrière cette phrase-là. Et j'aime la simplicité d'un message complexe. Et ça, c'est exactement ça. The more we share, the more we have. Donc, arrêtons de s'enfermer sur nous-mêmes. Arrêtons de garder les choses pour nous. C'est en donnant qu'on recevra. Et c'est tellement vrai. Faut arrêter de se dire, ouais, ces gens-là, putain, ils aiment trop le yoga, ils aiment trop les trucs zen. Et gros, on est tous pareils. S'il y avait personne en face, tu serviras à rien. Voilà. Donc, the more we share, the more we have. Plus on partage, plus on possède. Ok, super, merci Kateb pour ton passage dans l'émission. Avec plaisir. Merci Dorian. Vous retrouverez l'actualité de Kateb sur les réseaux sociaux qui présente toujours son premier album Step Into My World qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois et également la playlist choisie par les artistes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcasts, sur YouTube et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.